L'écho par le prof, prise 4, trop dur. Bon, on va peut-être y arriver. Bonjour, mes chers élèves de 7 à 77 ans, voire bien plus, et voire, pourquoi pas, beaucoup moins. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'écho par le prof qui est consacré aujourd'hui aux ordonnances bien amères du docteur Macron, qui a donc décidé de passer des ordonnances cet été, si tant est que notre président de la République dispose d'une majorité nécessaire pour le faire à l'Assemblée nationale, mais c'est bien parti. Donc pendant que nous irons faire bronzette sur la plage grâce à nos congés payés obtenus en 1936 par une avancée sociale énorme du Front populaire, eh bien, on risque, derrière notre dos, et pendant que nous sommes sur la serviette, de nous faire passer quelques ordonnances. Alors, l'ordonnance, c'est un peu l'état d'urgence économique et social, et ça permet au président de la République, globalement, de passer un décret. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça marchera comme ci ou ça marchera comme ça. Il n'y aura ni débat, ni vote à l'Assemblée nationale, encore moins de navette avec le Sénat. Bref, l'ordonnance, c'est les pleins pouvoirs économiques. Qu'est-ce qui est aujourd'hui un petit peu dans l'air? Il y a 4 gros chantiers que le président Macron souhaite faire avancer et faire valider justement par ordonnance en évitant tout débat parlementaire. Le premier point qui est évoqué, et c'est un point qui est extrêmement important, en fait, j'aurais pas dû commencer par celui-là, j'aurais sans doute dû finir par celui-là, mais c'est pas grave, nous y reviendrons à la fin, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Comme vous le savez, jusqu'à présent, lorsque vous êtes licencié, qu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas de motif, qu'il n'y a pas de faute grave, qu'il n'y a pas de faute lourde, que c'est juste, on va dire, une incompatibilité d'humeur, ou je vous aime plus, je vous veux plus, bref, je veux vous licencié, eh bien la loi protège le salarié, elle le protège beaucoup, et donc nous avons même ce qu'on appelle des prud'hommes, qui sont des tribunaux spécialisés pour la gestion des conflits salariaux entre patrons et employés, et donc vous allez pouvoir traîner et emmener votre patron devant les prud'hommes, et les juges vont vous fixer, décider d'indemnités de licenciement pour venir contrebalancer le licenciement abusif dont vous avez été victime. Alors évidemment, ça coûte cher aux entreprises, ça coûte très cher aux entreprises, et ça supprime une forme de flexibilité, évidemment, puisqu'en gros, l'entreprise ne peut pas licencier comme elle le souhaite. Et bien là, plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, c'est extraordinaire. Bon, en fonction, voilà, je sais exactement, donc il va y avoir un barème de défini, une année d'ancienneté égale X dixième ou centième de mois de salaire, etc., etc. Et donc, en gros, les barèmes qui sont évoqués, ils sont très bas. On parle de maximum 20 mois, c'est-à-dire quelle que soit votre ancienneté, 20 mois de salaire. Vous imaginez pour quelqu'un qui a 30 ans d'ancienneté, qui coûte cher à son entreprise, eh bien 30 ans d'ancienneté, 20 mois de salaire, c'est-à-dire même pas 2 ans, une très très grosse année et demie de salaire, pour qu'un salarié à qui il reste peut-être encore 10 ans ou 15 ans à faire avant la retraite, eh bien ça risque d'être extrêmement rentable pour l'entreprise de se licencier sans cause réelle et sérieuse, de manière complètement abusive, mais avec un plafonnement des indemnités qui est fixé à 20 mois, évidemment, ça va devenir extrêmement rentable de se délester de beaucoup de gens, notamment dans les classes d'âge du plus élevé, donc on va dire les gens à partir de 40 ans. Autre élément très important, c'est le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur en cas d'accord minoritaire. Alors jusqu'à présent, vous avez des syndicats, et le patronat, enfin les patrons négocient avec les syndicats au sein de l'entreprise, et si jamais il y a un accord qu'on appelle majoritaire, c'est-à-dire que la majorité des syndicats signe cet accord, alors ça s'applique au niveau de l'entreprise. Là, l'idée, c'est de dire que les syndicats ne sont pas représentatifs réellement de ce que pense le personnel, et donc l'employeur va avoir le droit non plus de passer par les syndicats, mais tout simplement en consultant directement les salariés. Alors,
certains, et notamment les syndicats, disent « Ouais, c'est terrible, c'est affreux, c'est horrible, vous vous rendez compte, ça remet en cause les syndicats. » Oui, enfin, d'un autre côté, ça donne la parole à tous les salariés, à tous les employés, ceux qui sont syndiqués comme ceux qui ne sont pas syndiqués. Alors évidemment, les salariés vont subir les pressions de leurs employeurs respectifs. C'est pas simple, mais il y a deux manières de voir. C'est soit une manière très négative en disant ça va supprimer du poids et du rôle au syndicat, ou une manière plus positive en disant finalement ça peut permettre une avancée démocratique au sein de l'entreprise parce que ça permet à l'employeur de consulter l'ensemble des salariés en dehors de toute notion syndicale ou idéologie syndicale. Cela dit, c'est valable dans un sens, c'est-à-dire que le patron peut convoquer et proposer, faire un référendum auprès de ses salariés. En revanche, les salariés ne peuvent pas, il n'y a pas de référendum d'initiative populaire pour les salariés, il n'y a pas de démocratie là-dedans, d'accord? Donc le seul qui a le droit de faire un référendum, c'est le patron. Donc ça, c'est très chouette pour les entreprises, hein. C'est encore une fois beaucoup plus de flexibilité, puisque justement cet accord qu'on va pouvoir proposer au vote des salariés, et à ce moment-là, il s'applique même s'il y a opposition des syndicats, eh bien vous allez voir que dans un des autres points, il va s'appliquer même s'il est plus défavorable que certains accords de branche ou certaines conventions collectives. Donc c'est vraiment une volonté très forte de flexibilisation du marché de l'emploi et du travail. Le troisième point, c'est la fusion des instances représentatives. Alors vous savez, il y a plein d'instances représentatives. Il y a le comité d'entreprise, il y a le comité, il y a le CHSCT, il y a, bref, en fonction de la taille, des seuils, etc., vous avez un certain nombre d'instances représentatives. Et bien ça, on fusionne, on supprime. Alors, ce n'est pas encore très très clair, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des seuils qui vont être rehaussés? Est-ce que le seuil des 50 salariés va être passé plus loin, etc., etc. Donc attention, derrière quelque chose qui peut paraître assez anodin, il peut y avoir des éléments structurants du droit du travail. Aujourd'hui, il me semble qu'à partir de 50 personnes, vous avez obligation de mettre la participation, par exemple, pas l'intéressement, mais la participation. Bon, ce sont des choses typiquement qui, si elles évoluent, peuvent venir pénaliser les salariés, coûter moins cher évidemment aux entreprises, ce qui est le but recherché avec ce genre de mesures. Hein. C'est fait pour simplifier la vie des entreprises et du patronat et que le poids syndical ou que les instances représentatives du personnel soient moins prégnantes sur les directions. Il ne faut pas s'imaginer que c'est pour protéger encore plus monsieur et madame Michu, salariés de l'entreprise Tartampion SA. Et enfin, le dernier élément qui rejoint ce que je vous disais sur le deuxième et le référendum à l'initiative de l'employeur, c'est la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Donc en gros, pour simplifier, vous avez une convention, vous avez la loi, et la loi s'applique sur tout. Donc, la loi est supérieure aux conventions collectives. Les conventions collectives doivent être mieux disantes par rapport à la loi qui s'applique à tous. Et en dessous, vous avez évidemment les accords d'entreprise, c'est-à-dire qu'au niveau d'une société, eh bien, vous pouvez pas être plus moins-disant qu'un accord de branche et pas plus moins-disant que la loi. Eh bien là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est que c'est les accords d'entreprise qui vont primer sur tout. Vont-ils primer que sur les accords de branche? Pour le moment, c'est vers ça qu'on s'oriente. Ou vont-ils primer y compris sur la loi? Alors imaginez, par exemple, si on raisonne, ce n'est pas le cas pour le moment, je précise, mais attention, si on raisonne à l'extrême, on pourrait imaginer, tout à fait avec ce genre de principe, primauté des accords d'entreprise sur tout, les branches comme la loi. Eh bien, vous avez un salaire minimum, un SMIC à 10 € de l'heure, eh bien, ça c'est la loi, mais dans mon entreprise, parce qu'il y a un accord, le SMIC il est fixé à 5 €. Et puis on a fait ratifier cet accord par un référendum à l'initiative de l'employeur, et évidemment, les gens ils préfèrent gagner un petit peu que rien du tout, donc du coup, les salariés peuvent être tentés d'accepter quelque chose, même si ça leur est défavorable, vous comprenez. Ma pauvre dame, vaut mieux travailler. Et c'est tellement dur que quel est le choix que l'on a? Donc évidemment, les salariés sont généralement favorables à faire des efforts pour préserver et sauvegarder leur emploi compte tenu de la raréfaction du nombre de travail.
qui existent et du nombre de postes, du nombre d'emplois à la disposition des gens. Alors, on en arrive à notre conclusion, et la conclusion, c'est souci technique. Je vous disais, on en est à la conclusion. Hein. On en est à la conclusion, puis j'avais plus de batterie. Et donc, quand j'ai plus de batterie, le truc, il se coupe. Et puis, quand c'est plus de batterie, c'est plus de pile dans le micro. Et quand c'est plus de pile dans le micro, il y a toujours une bonne raison pour qu'il y ait un problème technique. Donc, je vais tenter le montage, le couper, coller, assembler, mais les images. Donc, normalement, vous allez m'avoir la conclusion. J'ai clac, oh, problème technique. Voilà, on verra, hein, peut-être ça va marcher. Donc, la conclusion, c'était de savoir, je recrute, voilà, vous voyez, hein, grâce à Macron, je recrute quelqu'un pour faire des vidéos. Alors, je recrute quelqu'un payé 0, que je peux virer tout de suite, qui ne me coûte rien. Il n'a pas de congé, flexibilité totale. Là, effectivement, je vais créer beaucoup d'emplois. Alors, la question, et c'était ça, en fait, que je voulais aborder en conclusion, c'est est-ce qu'en introduisant beaucoup plus de flexibilité, on va être en mesure de créer beaucoup d'emplois? Alors, c'eût été vrai il y a quelques années, et je pense qu'il y a 10 ou 20 ans, on aurait pu dire qu'effectivement, il y avait de fortes chances qu'il y ait directement un lien entre la flexibilité sur le marché du travail et les créations d'emplois. Le problème, c'est que le monde a considérablement changé entre la pression qu'exerce sur le marché de l'emploi les délocalisations, la pression qu'exerce l'informatisation, la pression qu'exerce maintenant, et ça va être de plus en plus prégnant dans les années qui viennent, la robotisation massive avec l'arrivée d'humanoïdes, etc., les voitures automatiques connectées, tous les chauffeurs qui vont être supprimés. Enfin, certaines études disent que jusqu'à 60% des jobs que nous connaissons actuellement vont être supprimés et vont disparaître. Le fait de nous rendre plus flexibles ou de favoriser les licenciements, c'est bien évidemment pour tout entrepreneur et pour toute entreprise une excellente chose et une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que mécaniquement, ça va s'accompagner d'une augmentation significative des créations d'emplois. Et ça, c'est quelque chose, donc l'avenir nous le dira, mais je ne suis pas persuadé du tout que l'impact sur l'emploi soit aussi important que ce que l'on va nous vendre. Alors évidemment, on vous dira, c'est pour votre bien. Faire ces efforts va faire repartir le marché du travail. Vous allez trouver plus de travail, et plus de travail, c'est plus de croissance. Et s'il y a plus de croissance, c'est mieux pour tout le monde. Bon, d'accord, tout ce discours-là, on le connaît, il est revu, relu, corrigé, tout ce qu'on veut, depuis des décennies. Et depuis des décennies, on entend il faut relancer la croissance, et depuis des décennies, on entend il faut baisser le chômage. Bon, soit, so what ? Que fait-on? Et alors? Donc là, l'idée, c'est de flexibiliser le marché du travail. En réalité, je pense, et ça c'est ma conviction, que ça n'aura pas d'impact majeur sur le marché du travail, mais en tout cas, ça n'aura pas un impact aussi important sur le marché de l'emploi que l'impact ne sera important sur les aspects sociaux concernant les gens. Il est peut-être même d'ailleurs envisageable que dans un premier temps, et avant que ça crée de l'emploi, ça renforce quelque part ça augmente le nombre de chômeurs et ça renforce même la précarité, parce que c'était ce que je vous disais au début, et c'est pour ça que je vous disais, j'y reviendrai tout à la fin, sur ce plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, qui risque tout simplement de provoquer un effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'entreprises qui risquent d'avoir envie de profiter de ce plafonnement que va offrir la loi et de mettre dehors un certain nombre de gens. Et donc dans les 3-4 mois d'application de ces lois, c'est-à-dire dès la rentrée 2017, dès septembre 2017, octobre 2017, si les ordonnances sont passées comme il est envisagé et comme les choses peuvent être prévues, eh bien pour votre cadeau de Noël, vous aurez droit évidemment à un beau petit chèque emballé et plafonné avec une lettre de licenciement, une belle inscription à Pôle emploi. Les ordonnances du docteur Macron risquent donc d'être assez amères pour un certain nombre de gens. Surtout, préparez-vous à vivre vers une précarisation de plus en plus importante sur le marché du travail. Vous devez vous préparer à être de plus en plus résilient et ça veut dire se former, ça veut dire être prêt à devenir entrepreneur. Et si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, et je conclurai là-dessus, sachez que 85% des jobs créés aux États-Unis sont des jobs qui sont l'équivalent de nos postes d'auto-entrepreneurs. Donc on vante la reprise américaine, mais la réalité c'est que c'est une reprise qui s'accompagne d'une précarité absolument phénoménale.
il devient désormais beaucoup plus facile de trouver des clients pour quelqu'un que de trouver un employeur avec un contrat en CDI à durée indéterminée. Donc surtout, préparez-vous, protégez-vous, soyez bien conscient de tout ça, intégrez-le dans vos réflexions et dans vos raisonnements. Vous ne devez pas subir la situation, mais vraiment essayez au maximum de vous y préparer. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui éventuellement pourraient être concernés par ces modifications de la législation sur le travail. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, capsule de l'Écho par le prof. Un immense merci à vous. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus comme ça et pas les pouces bleus comme ça. Et puis à vous abonner à insolentiae.com. Et puis comme ça vous donnera plein d'idées. Merci mes chers élèves de 7 à 77 ans. À très bientôt.